OK, Daniel, si je remarque quelque chose, mon verre est encore passé. OK. Je suis bon pour 2 pouces. OK. Il faut rester le doigt dessus. La première partie, tu as parlé à un moment donné au niveau des certaines cellules, en fait, qui à un moment donné se reproduisent, sont exactement la même, mais ils s'épuisent avec le temps, finalement, tant qu'il n'y a pas suffisamment baigné suffisamment dans une énergie vitale pour... Pourquoi que l'homme est capable de transmettre la vie, et cette vie-là ne s'épuise jamais. Elle est toujours améliorée des parents aux enfants, des enfants aux enfants, des enfants aux enfants. Elle est toujours améliorée. Alors pourquoi une cellule dans l'homme et dans la femme sont capables de donner un enfant qui va être en parfaite santé avec une peau comme, une peau d'enfant, puis eux autres vont vieillir, mais il y a des cellules en eux qui restent, qui se divisent et qui se séparent, qui se multiplient, qui restent authentiques, et ces cellules-là, même chez des êtres, disons, vieillis, vont être capables d'enfanter encore un enfant en parfait état, qui va être encore aussi jeune, avec des cellules aussi jeunes. Mais pourquoi ces cellules, pourquoi cette jeunesse-là, on est capable de la donner, mais on n'est pas capable de s'en servir? Ben, il y a quelque chose qui se passe quelque part. Mais il y a un feu, là, à un moment donné. Si on prend la colonne vertébrale, les deux extrémités qui sont les plus énergifiées, c'est le cerveau puis le centre sexuel, finalement. Donc, on peut-tu dire que le cerveau puise son feu à l'intérieur du centre sexuel? Le cerveau a été créé par l'énergie sexuelle, par l'énergie vitale. On les mûrit, mais ça, on s'en fout. Bon. Mais présentement, c'est tout à fait normal que le cerveau continue à puiser dans l'énergie sexuelle. Et l'énergie sexuelle, c'est un mauvais terme, c'est l'énergie vitale, qui peut être représentée dans la matière par une énergie cérébrale, un corps mental, comme par une énergie sexuelle. Alors, elle est, disons, exprimée dans la matière sous ces deux formes-là, entre autres, en plus de l'animation du corps. Mais c'est la vie. Alors, ce qui fait que tu n'as pas, c'est pas de l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale. OK. Ici, il y a une question. C'est quoi la différence entre une attraction de type psychologique et une attraction mentale? Bon, l'amour psychologique, l'amour mental. L'amour psychologique, c'est simplement lorsque on est attiré par quelque chose ou quelqu'un, et on est attiré par cette chose-là parce qu'elle comble soit un besoin psychologique, soit qu'elle suscite en nous un retour mémoriel de choses plaisantes. Alors, j'aime les fleurs parce que j'ai découvert les fleurs dans des expériences lorsque j'étais jeune qui m'ont plu. Mais si je découvre une rose, parce que ma mère elle vient m'en donner des coups en plein visage, bien, quand je vais voir des roses, je vais toujours détester la rose. Alors, je vais aimer certaines choses et mon éducation va m'amener à apprendre, parce que souvent les adultes s'efforcent d'apprendre à leurs enfants c'est quoi les belles choses de la vie. Comme tu peux découvrir la drogue, c'est une belle chose de la vie, tu peux découvrir la boisson, tu peux découvrir aussi les choses qui sont moins dangereuses. Alors, on éduque. J'ai déjà dit lors d'une conférence sur l'éducation qu'on devait montrer à nos enfants comment s'émerveiller. Mais on ne devait pas leur montrer s'émerveiller devant quoi. Ils font eux autres mêmes. Alors, ce qui arrive, c'est que nous, on a donc une espèce d'éducation qui fait que toutes les fois que je vais voir quelque chose qui suscite dans ma mémoire des retours de mémoire, d'émotions que j'ai déjà vécues en voyant telle chose, j'aime les hommes aux yeux bleus. Bon, mais il y a quelque chose en moi qui fait que j'ai eu des relations avec des yeux bleus ou la couleur bleue. Ça peut être tellement de choses. J'ai tellement eu peur d'un orage que quand j'ai vu le ciel bleu lorsque j'étais jeune, en fin de compte, le bleu devient pour moi une belle couleur. Additionnant toutes ces choses, ça fait que lorsque je vois quelque chose qui comble un besoin psychologique ou encore qui fait renaître en moi des émotions qui me plaisent, je tombe en amour. Alors je vais donc aimer telle chose, ne pas aimer telle affaire, détester telle autre chose qui lui va susciter à la place des émotions que j'aime pas. Donc je vais être attiré par ce qui est en relation, en harmonie, en résonance avec mon schéma d'émotion. Ça, c'est l'amour émotif, l'amour psychologique. L'homme va aimer l'enfant, un enfant, là, les parents aiment leurs enfants, mais c'est pas un amour intelligent, c'est un amour émotif. Vu que c'est un amour émotif, c'est que l'enfant comble des besoins d'affection qu'ils ont eux autres. Parce que donner de l'affection à quelqu'un, c'est s'en donner aussi à soi.
On aime en donner. Bon. Puis si l'enfant en veut pas, on est frustré. C'est normal parce que c'est nous qui recevons l'émotion. Donc, on comble. Alors, si mon enfant meurt, dans ma vie psychologique, il y a un trou. Alors, les bruits que j'entendais, je les entends plus. Donc, insécurité. Tout le phénomène est insécure, ce qui fait que mon enfant, je ne veux pas qu'il meure. Bon. Alors, on a donc l'amour qui est émotif, une attraction. L'amour, c'est pas quelque chose qui est seulement psychologique ou émotif. L'amour émotif, c'est la plus barbare des expressions de l'amour. L'amour, c'est de l'attraction. Et l'attraction émotive, l'attraction astrale, l'attraction psychologique, c'est la même chose. Cette attraction-là fait qu'on est attiré, ou qu'on attire à nous, des choses qui nous rassurent. Mais ces choses-là nous rassurent, et ces choses-là sont matérielles. Elles sont donc en transformation, ce qui fait qu'à un moment donné, elles ne peuvent plus combler la lacune. Mon enfant, ben, il ne veut plus, j'y joue dans les cheveux, il a 45 ans. Bon. Mon chat, il est mort. Mon auto a rouille. Alors, ce qui fait que veut pas l'homme qui a un amour psychologique, un amour astral, un amour émotif, attire des choses pour combler, mais ces choses-là comblent un certain temps et finissent par ne plus combler. Ce qui amène toujours la souffrance chez l'homme, ce qui amène aussi la jalousie, je ne veux pas perdre ce que j'ai, ce qui amène aussi la possession, c'est à moi, donc touche pas, ce qui fait que l'homme va inventer un langage qui transmet, non pas l'intelligence mais la psychologie, ma femme, mon mari, mes enfants, mon chien, mon char, mon bras. C'est pas le bras de l'astral, c'est le bras du corps physique, mais c'est l'astral, la psychologie, qui dit mon bras, qui dit mon si. Mais est-ce que tu dis mon gros bouton sur le nez, enfin ça, tu penses pas que ça t'appartient, la grosse bébelle qui te pousse à la joue? Parce que émotivement, t'en veux pas, ça t'appartient pas, tu vas la faire ôter par un chirurgien, tu sais. Mais tout ce qui te trouve, tout ce qui paraît beau, si la mode devient au gros bouton, là, le chirurgien va le t'en poser un à la place. Bon, ça c'est émotif. C'est de l'amour émotif qui n'a pas d'intelligence. C'est pas utile, mon grand bouton, tout le monde l'aime bien, mais une fois que je rentre dans le métro, me le faire arracher. Bon, ça c'est pas intelligent, mais c'est plaisant. Un exemple d'amour émotif, on aime son portrait. Puis si le portrait change, ce qui est normal. Alors là, on se met un paquet de stuff d'en face, hein, on se pratique à être peintre. Pourquoi? Ben, qu'est-ce qui arrive simplement, c'est qu'on transforme le visage. Mais si tu es intelligent, tes pores de peau respirent plus, fait que plus t'en mets, plus ça va rider, plus faut t'en mettre, etc. Tu te mets des souliers à talons hauts pour paraître plus grand. Mais à un moment donné, tu as le bassin déformé, les pieds déformés, tu as la colonne déformée. Faut qu'on te reforme. Alors, tout ça, c'est de l'amour émotif. C'est toujours en relation avec l'amour émotif. J'aime tel portrait de moi, je vais essayer de le conserver. J'aime ma femme telle que je l'ai connue, elle évolue. Alors, je vais empêcher l'évolution, je vais m'organiser pour qu'elle reste comme ça. Fait qu'à un moment, mais qu'est-ce que t'as jamais été de même? Crème, quand je t'ai connu, t'étais si fine. Bon, on essaie de culpabiliser la personne pour qu'elle arrête son schéma d'évolution. Mais c'est normal, l'amour émotif ne mène que là. Ce qui fait qu'on a des enfants, les enfants grandissent, les enfants ont leurs propres expériences, qu'on essaie d'empêcher, qu'on essaie de limiter. À un moment donné, faites donc ce que vous voulez, on s'en fout. Alors, il n'y a rien d'intelligent là-dedans. L'amour émotif fait que lui se transforme, donc on ne s'aime plus. Alors, automatiquement, si les cadres moraux ne culpabilisent plus la séparation, plus l'homme va évoluer dans un cadre qui ne culpabilise plus la séparation, plus l'homme va se séparer. Alors, ce qui fait que présentement, on a plus de divorces, on a plus de meurtres, on a plus de séparations, on a plus de brisures de famille qu'on n'en a jamais eu, en pourcentage et en n'importe quoi, pour la simple raison que la morale permet plus facilement la séparation. Ce qui est une forme d'intelligence, quand même, remarquons-le, mais intelligence, chez les êtres, pas assez intelligents pour se marier, pour se lier d'une façon intelligente au début, mais suffisamment intelligente pour pas que tant qu'elle va manquer le vie, qu'elle manque pas le restant de jours aussi. Alors, c'est intelligent à se séparer à un moment donné. Si tu as des enfants, là, évidemment, c'est à voir les mécanismes qui vont régir la psychologie des enfants, ça dépend de l'éducation, ça dépend de leur génétique, d'un paquet de phénomènes. Mais de toute façon, l'être qui pense à se séparer doit... Il y a des personnes qui ne devraient pas se séparer parce qu'ils ont des phénomènes initiatiques à vivre ensemble.
Mais il y en a d'autres déjà séparés, parce que là, ça fait longtemps que c'est fini l'initiation, là. Ils sont en train de mourir, là. Bon. Mais encore là, il faut faire attention. OK? C'est pas parce que tu t'entends pas que tu lâches. C'est pas ça. Ça, c'est de l'amour émotif. L'amour mental, qu'est-ce qu'il fait, l'amour mental? C'est qu'on se relie. Notre union, elle est limitée quand c'est de l'amour mental. Une rencontre, c'est le début d'une séparation et on le sait. Présentement, ce que tu fais va avec ce que je fais. C'est dans l'action que tu es intelligent. Pas juste dans l'expression d'émotion. Alors moi, j'ai toujours vécu de telle manière. Pourquoi, qu'en me mettant avec toi, il faut que je change tout? J'aimais aller camper, t'aimes pas le camping, je t'aime les beaux yeux, je vais plus camper. Bon, j'aimais les chiens, t'aimes pas le chien, balance le chien ou balance la femme, un ou l'autre. Bon. Alors pourquoi que, parce que deux êtres qui ont évolué de façon à se plaire l'un l'autre, moi je l'aime, il est musclé, il est fort, il est athlète. Mais 2 semaines après qu'on est marié, ben crime, il est toujours en train de faire ses mots d'exercice, ça m'écarte. Fait que je veux plus qu'il en fasse, je le transforme tout. 5 ans après, il est plus athlète, il est plus musclé, il est plus en forme, je l'ai empêché de continuer. Mais là, je l'aime plus, je l'aimais quand il était en forme. Ce qui fait que là, il y a une séparation. Le gars, il était créatif, il faisait de la mécanique, il arrangeait tout. Puis une fois que avec une femme, peut faire de la mécanique, il rentre sale, la femme veut plus, peut plus faire d'électronique, la femme elle se plaint. Fait qu'à un moment donné, la femme, le gars qu'elle aimait, elle l'a détruit. Elle l'aime plus, elle l'abandonne. Le gars, il aimait une femme qui faisait telle affaire. Mais cette femme-là, il l'a détruit. Fait qu'elle n'est plus comme il l'a trouvé, donc il ne l'aime plus. Puis il y a des séparations régulières, là même. L'amour intelligent, c'est par rapport à ce que je fais. Moi, je m'en venais dans ma ligne de vie. J'aimais le camping, je faisais du sport, j'aimais lire des livres, je faisais telle affaire. Quand je rencontre une femme qui fait du camping, qui fait du sport, qui fait les mêmes choses que moi, là, c'est plus intelligent de s'aimer psychologiquement. Mais c'est pas encore le temps. Là, si tout ça fit bien ensemble, ben on peut jaser, on peut voir. Maintenant, moi, si je suis assez intelligent, qu'est-ce que je veux faire dans l'avenir? Ah, j'aimerais donc avoir des enfants. Bon, t'as dit que j'aimerais ça. Bon, ben, c'est dangereux, là. Laisse-la. Ou laisse-le. Parce que c'est émotif. Quand il va avoir eu des enfants, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il ne sait pas, il n'a jamais pensé. Là, il fait exprimer le fait qu'il aimerait ça. Mais il n'a jamais pensé quoi faire avec. Comment les éduquer? Tu sais, j'ai déjà dit dans, justement, la conférence sur l'éducation que tu apprenais pendant 3 ans à être infirmière, pendant 6, 7, 8 ans à être médecin, pendant 3, 4 ans à être mécanicien, pendant 4, 5 ans à être pilote, pendant plusieurs années, différents métiers. Combien de temps tu te prépares pour apprendre des métiers de parent? Ben, à un moment donné, le médecin te dit que tu vas être parent. Fait que là, tu prends 3, 4 livres, tu vas voir comment on change les couches sans te piquer. Puis là, tu es parent. Tu sais? Mais c'est ça, c'est pas ça être parent. C'est ça, on se prépare pas. Avant d'être parent, il faut concevoir. Puis avant de concevoir, il faut commencer à se préparer. Parce que entre la naissance puis le fait que t'es parent, pas grand temps. C'est pas le temps d'apprendre à te préparer à être parent. Entre le temps que l'enfant vient de naître puis le temps que tu deviennes parent, pas le temps d'apprendre à être parent. C'est avant. 9 mois, tu es trop occupé, tu n'as pas le temps non plus, quand tu portes l'enfant. Alors, ce qui fait que l'amour intelligent, c'est ce qui va relier 2 personnes par l'intelligence au lieu de les relier par l'émotion. Si en plus d'être relié par l'intelligence, t'aimes ça, c'est merveilleux. Mais si t'aimes pas ça psychologiquement, mais que t'aimes ça mentalement, il n'y a aucun problème. 2 savants, une femme et un homme, vont travailler ensemble. Marie Curie, puis son mari, Curie. Eux autres, ils s'aiment pas plus que ça, mais c'est 2 savants qui travaillent, qui font le même travail. Alors, à un moment donné, ils vont se marier ensemble, c'est plus facile, c'est plus intelligent. Sauf ses impôts, fait n'importe quoi, mais c'est plus intelligent. Ils sont toujours ensemble, tant qu'ils sont toujours ensemble, on l'être un peu plus. Mais ils travaillent dans le laboratoire. Ils n'ont pas changé leur vie après. Puis ils ont vécu comme ils avaient vécu avant de se rencontrer jusqu'à la fin de leur mort. L'homme normal qui a un amour intelligent va faire la même chose. Moi, j'avais cette lignée-là, tu avais la même lignée,
on se relie, on va s'étudier, c'est normal. Mais émotivement, tu t'étudies avec. Sauf au lieu de regarder, voir si ton nez me plaît, la grandeur de tes oreilles, ben je vais simplement voir si mentalement, on s'étudie. De la même manière. Ça a l'air, oh, mais c'est pas émotif, ça ôte toutes les misères que tu vas avoir après que tu n'auras plus de bonheur. Ça ôte tout ça. Fait que tu commences par vérifier intelligemment. Alors moi, je vais faire tel genre d'affaires, puis moi aussi. Mais tu as plus de chances que dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous soyez encore ensemble, toujours aussi heureux. Et là, émotivement, vous allez apprendre à combler. Donc, si l'homme et la femme se marieraient, puis marier veut dire entre guillemets, là, s'uniraient d'une façon mentale, dans 15 ans d'ici, ils seraient encore ensemble, ou ils seraient séparés, puis très bon chum. Parce qu'il y a juste dans l'amour émotif que tu as eu l'autre quand l'autre te laisse. Pas dans l'amour intelligent. Quand tu as un auto, ton char est plus bon, t'en donnes un autre. Tu haïs pas ton char. Quand c'est émotif, tu broyes après, tu gardes sa photo, ben non, t'es content. Maudit, t'es minoune. Bon, t'es content. Ça, c'est émotif. Mais c'est pas mental, c'est pas intelligent. Alors, dans 15 ans, où vous êtes ensemble ou vous n'êtes pas ensemble? Vous n'êtes pas ensemble, vous êtes bien chum, ben non, vous n'allez jamais se faire. Puis si vous êtes encore ensemble, tout va bien, puis vous avez sans doute développé l'attachement émotif, mais attachement émotif que vous allez devoir faire en sorte qu'ils ne viennent pas teinter, colorer l'amour intelligent. C'est deux formes d'attraction complètement différentes. Alors, ce qui fait que l'amour intelligent permet donc à deux êtres de ne pas se dévier mutuellement de leur lignée d'évolution. Et ça, c'est important. Tu commences, depuis ta naissance, tu as un corps physique, tu as une espèce d'énergie, plusieurs formes d'énergie qui viennent s'exprimer. Donc, tu es l'être que tu es. Et tu chemines, tu évolues. Et à un moment donné, parce que tu rencontres une autre personne, il faut que tout ça soit défait. Ben, c'est ridicule. C'est complètement stupide. L'amour émotif va faire ces choses-là. Si c'est intelligent, ben on continue. Ça va dans ta lignée. Ça va dans ce que tu pensais. Si tu changes complètement, c'est que tu as prévu de changer. Donc, que tu aies une relation ou non, tu aurais changé. Ça ne dérange pas. C'est intelligent. Si un jour on décide, bon, est-ce qu'on a des enfants? Ben, il faut savoir pourquoi. Parce qu'on est sur le bien-être et on aura plus d'argent, ben, c'est une raison. Mais à un moment donné, tu vas en souffrir. Parce que j'ai besoin d'affection, achète-toi un chien. C'est plus intelligent. Ça vit moins longtemps, puis tu peux l'envoyer n'importe quand. T'as pas de complications, en tout cas. Puis c'est plus facile à adopter. Si c'est parce que tu as des raisons qui réellement sont reliées à l'intelligence de l'évolution, ou parce que tu as une raison, en tout cas, quelle que soit la raison, je ne vais pas vous en imposer une, mais une chose qui est certaine, c'est lorsque deux êtres qui intelligemment veulent avoir des enfants, que ce soit pour fonder une communauté, une famille, que ce soit pour expérimenter des choses, que ce soit pour n'importe quoi, mais au moins qu'ils le sachent d'avance, que c'est pas rien parce qu'ils aiment les enfants. Parce qu'il y en a plein d'enfants qui ont besoin de se faire aimer un peu partout, fait que t'as rien qu'à aller dilapider le manque d'émotion dans les hôpitaux pour enfants, puis un peu partout. D'être grand frère ou d'être grande sœur. C'est pas parce qu'il y a l'enfant d'un autre que tu ne seras pas capable. Parce que de toute façon, l'enfant, c'est toujours l'enfant d'un autre. Même si tu décides qu'il t'appartient, ben, tu vas en adapter un, tu signes un papier, tu l'achètes, il est à toi. C'est la même autre affaire que si tu le mets au monde. Il n'y a pas grande différence. Émotivement, tu penses qu'il est à toi. Mais tu vas en souffrir, parce qu'à un moment donné, il va être à lui, puis il va s'en aller. Fait que là, si tu ne te prépares pas avant même que tu décides qu'il est à toi, tu vas en souffrir. Alors, ce qui fait que, avant, parce que tu aimes les enfants, c'est pas intelligent, c'est risqué. Faut que tu saches ce que tu veux faire. Puis un mot t'a dit bon paquet de raisons intelligentes d'avoir des enfants. Hein, on pourrait écrire un livre en 12 volumes plus l'index. C'est pas ça qui manque. Mais on pourrait écrire une planète complète en raison émotive, par exemple. Ça, il y en a un peu trop. L'amour intelligent, c'est un amour qui ne détruit rien. L'amour émotif, c'est un amour qui oblige toujours l'autre à être assujetti à ce que tu veux avoir. Fait que de temps en temps, il faut que tu me fasses plaisir, il va te faire plaisir. C'est un échange. L'amour émotif, c'est un échange. Mais c'est un échange illusoire, un échange qui doit être apparent. Parce que l'émotivité n'est pas intelligente, hein, c'est pas elle. Moi, je peux pas savoir si tu m'aimes si tu me le dis pas. Je peux pas savoir si tu m'aimes si tu fais pas tout ce que je veux.
Je peux pas savoir si tu m'aimes si tu ne fais pas des cadeaux. L'amour intelligent, il sait que tu l'aimes, lui. Aucun problème. C'est quoi l'amour intelligent? C'est qu'on fait des affaires ensemble. J'ai pas besoin que tu me prouves que tu m'aimes. Crime, fais-le. T'aimes faire ça, j'aime faire ça. On le sait qu'on s'aime. Ça, c'est intelligent. L'amour émotif, elle voit pas l'intelligence. Elle voit pas l'échange. Il y a toujours un échange quand il y a un amour. Ça, il y a toujours amour. Sauf que l'amour émotif ne voit pas l'échange. Donc, elle doit le susciter, l'échange, pour croire. Combien de fois vous demandez à vos maris ou à vos femmes, tu m'aimes-tu? Vous n'êtes jamais sûr. Et si vous ne demandez pas, vous n'êtes pas plus sûr non plus. Puis combien de fois vous pensez qu'il vous trompe, etc. L'amour intelligent, il n'y a pas de tromperie là-dedans. Donc, tu n'es jamais en quête de preuves. Et ça, c'est l'amour émotif. Fait qu'automatiquement, c'est tellement différent l'un et l'autre. Il y en a un qui est assujetti au bonheur et au malheur. Puis il y en a un qui est assujetti à rien de tout ça. Il est assujetti à une efficacité puis à une tangente vers l'amélioration, l'amour intelligent. Les enfants vont être élevés d'une façon intelligente. Les enfants ne sont pas dépendants de leurs parents. Tu n'éduqueras pas l'enfant, est-ce qu'il s'ennuie de toi quand tu n'es pas là? Hein? Parce que là, c'est stupide. Tu l'obliges à être dépendant. Bon. Puis l'enfant, bien évidemment, il ne t'éduquera pas à t'ennuyer de lui quand lui n'est pas là. Ce qui est intelligent. Bien différent. Je ne sais pas si tu as répondu à la question aussi. C'était, quelle est la préparation, premièrement, physique, vitale, astrale et mentale, puis est-ce que l'énergie supramentale peut influencer la conception de l'enfant? Bon, on va y aller morceau par morceau. Quelle est la préparation dans le plan du physique? Pour une conception intelligente, c'est-à-dire pour une conception réelle. Entre le fait d'avoir un enfant et le fait de créer un enfant, il y a une bonne différence. Et quand je parle de créer un enfant, je parle évidemment pas de le créer en laboratoire. L'homme qui veut jouer avec la génétique en laboratoire ne connaît rien à la génétique. Il va fabriquer des mutants d'une manière terrible et ne pourra jamais, de toute façon, une chance, l'énergie intelligente va toujours l'en empêcher. Il ne pourra jamais y arriver à avoir un clonage intelligent, un clonage, enfin, avoir des êtres qui vont ressembler à des êtres humains. Et surtout, pourquoi? Parce que l'homme qui s'amuse à jouer dans la génétique va être capable de transformer la génétique physique de façon à créer un soldat parfait. Mais de créer une ménagère parfaite. De créer une personne qui va aller travailler dans les mines, un mineur. Hein, que lui, s'il meurt, c'est pas grave, on en fabrique. Mais il ne sera jamais... Pourquoi c'est interdit par l'intelligence? Parce que le corps humain sert à l'expérience des intelligences. Il ne sert pas juste à servir celui qui expérimente dans un corps. Il sert à l'intelligence. Il lui sert pour pouvoir expérimenter dans la planète. Avoir de l'expérience sur la planète. Donc, l'homme qui joue dans la génétique ne connaît rien à la psychologie, à l'astral, il ne connaît rien au vital, il ne connaît rien au mental, et encore moins aux énergies qui pourraient se relier à l'énergie mentale. Donc, il ne peut pas transformer le corps physique de façon à ce qu'il exprime une psychologie nouvelle, de façon à ce qu'il soit plus intelligent. Mais pas être intelligent d'une façon ordonnée comme l'ordinateur, assujetti aux ordres que nous, on lui donne. Une façon intelligente, autonome. L'homme ne peut pas arriver à créer un être humain comme ça par la chimie. Donc, préparation physique, elle doit donc être obligatoire. Comme tout à l'heure, on avait commencé à en parler, en ce qui concerne, par exemple, le fait d'avoir un ovule qui va être en harmonie. En harmonie avec l'idée de la création. Qu'est-ce qui est pressé? L'astral, l'émotion. La psychologie de l'homme, elle est pressée. Alors bon, ça y est, je me suis purifié, j'ai fait 3-4 bouffées dans le sang, j'ai allumé un cierge, et puis j'ai mangé une pomme, puis j'ai pas mangé de viande depuis 2 semaines. Bon, je suis purifié. Fait que là, on peut y aller. Ça, c'est psychologique. Tu penses avoir compris l'intelligence de la conception, mais tu n'as rien compris. L'énergie physique, elle absorbe. Quand tu te laves, tu élimines plusieurs traces d'astralité que tu as ramassées, de vitalité que tu as ramassées à l'extérieur. Donc, tu te désassujettis de différentes manipulations, y compris les traces physiques, hein, les maladies, qui sont une manipulation. Bon. Mais te purifier par l'intérieur prend un certain temps. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches ce que tu veux faire, mentalement. Et il faut donc que le corps physique soit dans un état qui va être en résonance avec l'idée mentale de la création. Et ça prend un certain temps.
Vous êtes stressé? Avant que le stress psychologique finisse par donner une maladie psychologique, ça prend un certain temps. C'est pas immédiat, sauf dans certains très rares cas. Donc, ça prend aussi un certain temps avant que l'énergie mentale vienne perturber l'énergie psychologique, qui perturbe l'énergie vitale, qui vienne transformer l'énergie physique. Et l'ovule et le spermatozoïde est de l'énergie physique de prime abord. Un ovule qui n'est pas en bon état, même s'il y a plein d'énergie vitale qui vient se greffer, ne donnera pas un enfant en bon état. Donc, préparation physique, elle est longue, de façon à ce que la femme et l'homme aient des possibilités de conception dans un état le plus parfait qu'ils peuvent avoir. Évidemment, avant de concevoir, on devrait s'arranger pour se transformer. On n'a pas des enfants à l'âge de 14 ans. On n'a pas eu le temps d'évoluer dans le plan physique. Lorsque le physique s'est complètement transformé, lorsque tu as acquis des choses nouvelles que tes parents n'avaient pas, là, c'est le temps de concevoir pour pouvoir imprimer ton évolution dans le plan de l'homme, dans la génétique humaine, de façon à ce que l'humanité, après ton départ, poursuive ton évolution. De façon à ce qu'à un moment donné, quand tu vas te réincarner, tu vas pouvoir continuer ce que tu as commencé là. Puis ceux qui vont faire le job entre-temps, c'est aussi du trouet, ça. Alors, ce qui fait que préparation physique extrêmement importante chez l'homme et chez la femme, on l'a vu un petit peu au niveau de la première conférence. Préparation vitale. Ben, l'énergie vitale, elle se récolte par la respiration. Différents mécanismes qui permettent de la ramasser. Évidemment, si le vital est complètement perturbé par la vitalité de l'anhydride sulfureux, par la vitalité du monoxyde de carbone, bref, par les pollutions, qui existent parce qu'il y a une forme vitale qui retient la molécule ensemble. Donc, c'est préférable de se préparer dans un endroit qui est le plus pur possible. Ou d'acheter des appareils qui créent cet endroit-là. Un purificateur d'air, un ionisateur d'air, etc. Bon. Maintenant, on doit manger comme il faut. Alors, on a déjà expliqué que lorsque l'on mangeait de la viande, la viande, ça laisse sa table à pourrir, parce qu'il n'y a pas de vitalité dedans. La vitalité, la vie ayant quitté la viande pourrit. Si la vitalité quitte le verre désagrège. Et pour ôter la vitalité du plastique, ça prend des milliers d'années avant qu'il se désagrège. Quelque chose qui est biodégradable, c'est quelque chose qui est animé par une vitalité beaucoup plus proche de la vitalité évoluante qu'une chose qui n'est pas biodégradable, qui est animée par une vitalité extrêmement minérale. Si tu manges des légumes, par contre, le légume sur une table ne pourrit pas. Il va continuer à germer, comme une pomme qui est verte va devenir rouge. Alors donc, il y a dans la nourriture végétarienne plusieurs formes de captation de vitalité possibles. Évidemment, si tu fais cuire, tu détruis la vitalité parce que le feu, c'est proche de l'énergie vitale et il détruit la vitalité. Bon. Alors, ça ne veut pas dire de manger avec des légumes, là. Il faut absolument faire attention à aussi fournir au corps les éléments essentiels à la création d'un enfant. Donc, on doit donc intelligemment vérifier à ce qu'on puisse manger le plus de choses vitales possible, beaucoup de repos, des choses qui vont énergiser l'homme, ne pas gaspiller d'énergie vitale, donc ne pas être en colère, parce qu'en étant en colère, c'est l'énergie psychologique qui sert de la vitalité du corps pour exprimer, et ne pas avoir de relations sexuelles. Sauf que l'homme devrait avoir des relations sexuelles, ou encore avoir une sexualité, pendant que la femme va passer quelques mois à éliminer ses ovules. L'homme doit faire cela pour éliminer ses spermatozoïdes, de façon à ce que le corps en engendre des neufs, qui vont être en relation avec la vibration de l'homme sur tous ses plans, pour permettre la conception, la création de l'enfant. Là, on va créer réellement un réceptacle, c'est ce qu'il faut. Au niveau vital, donc, il y a plusieurs choses dans le genre, mais ce n'est pas votre beau fin du céleri que tu vas avoir un enfant très fort. Il va manquer plusieurs minéraux. Alors donc, la femme et le mari doivent faire attention. Maintenant, encore là, l'homme intelligent devrait savoir, et ça encore moralement, c'est interdit. Mais intelligemment, c'est permis. C'est le choix. Est-ce que nous avons besoin d'un garçon ou d'une fille? Parce que l'homme et la femme peuvent déterminer le sexe de l'enfant.
Et ça, disons qu'on va passer là-dessus, ça va dans d'autres conférences, on va parler de l'éducation, où il y a des phénomènes qui sont plus adéquats avec des hommes, avec des enfants mâles et avec des enfants femelles, dépendant évidemment de plusieurs choses. Alors l'homme qui a des spermatozoïdes qui vont engendrer des femelles et des mâles, ces spermatozoïdes vivent mieux dans un milieu acide ou basique, ou sucré ou salin. Donc, la femme, selon la nourriture que la femme va pouvoir ingurgiter, elle va permettre la survie d'une sorte, d'un sexe de spermatozoïdes. Donc, elle aura donc 99% des chances d'avoir l'enfant de sexe, celui qui a été prévu. Maintenant, c'est pas l'émotion qui prévoit le sexe de l'enfant. T'aimes bien un garçon, tu vas avoir un garçon. C'est pas ça, là. C'est pas intelligent, ça, là. Alors, vitalement, tu vérifies ces choses-là de façon à ce que physiquement, tu aies l'alimentation nécessaire, très important, et vitalement, tu as aussi l'alimentation nécessaire. Psychologiquement, c'est là qu'il faut un cadre adéquat à la conception de l'enfant. Donc, tu devras vérifier selon la résonance psychologique des concepteurs, des créateurs, de l'homme et de la femme, si c'est préférable que ce soit sur une plage perdue sur une île en Polynésie, ou s'il faut absolument que ce soit en Alaska. Ça dépend de la psychologie de l'homme. Ça n'influencera pas. L'extérieur n'influencera pas. Évidemment, si c'est en Hiroshima, en pleine explosion nucléaire, l'extérieur va influencer. Mais comme tel, ce n'est pas parce que les rideaux sont telle couleur ou etc. Okay? C'est pas une chromatonaissance que nous devons vérifier. C'est simplement le fait que toi, tu te sens bien, tu es en harmonie. Ta psychologie, elle est sécuritaire, elle est sécure. Donc, elle ne recherche rien, ce qui fait qu'elle n'engendrera pas un mécanisme de recherche, elle n'engendrera pas la création de sécurité en puisant dans l'énergie vitale pour énergiser sa psychologie, ou en puisant dans l'énergie mentale pour se domestiquer, pour se dompter, encore là, pour pouvoir se sécuriser. Si le cadre extérieur plaît aux deux égaux qui vont concevoir, automatiquement, c'est réglé au niveau de l'harmonie astrale. C'est-à-dire que les parents doivent avoir la sécurité, ils doivent avoir un cadre qui plaît au physique pour plaire à la psychologie, ni trop chaud ni trop froid. Enfin, ça dépend simplement de chaque être humain. Ils doivent vérifier à trouver un endroit où ils vont pouvoir vivre le laps de purification, disons, de façon à ce que leur psychologie n'entre jamais en guerre contre l'extérieur. Et la préparation mentale. La préparation mentale, cela veut simplement dire qu'elle doit être faite en premier. C'est elle qui aura donc ordonné la purification physique, vitale et psychologique. C'est-à-dire, c'est la préparation mentale qui donnera comme résultat l'idée de la conception et qui donc déterminera le cadre de purification ou de préparation physique, vitale et astrale, psychologique. La préparation mentale, c'est celle qui est la primordiale. C'est la première. Tout le reste ne peut venir que par croyance psychologique s'il n'y a pas de préparation mentale antérieure. On va le faire parce que ça n'a plus à notre ego. Ça fait avec nos concepts, donc on le fait. Ben déjà là, au moins, tu vas engendrer mieux. Mais pour engendrer mieux, il faudrait que ton mental soit préparé. Préparation mentale, cela veut dire que tu es conséquentiel dans l'acte que tu vas poser, que tu sais pourquoi tu vas le faire, et que le cadre subséquent, le cadre qui va suivre la naissance soit déjà préparé. Je ne parle pas des petits berceaux, des petits bas de laine que grand-maman a tricoté. Ça, c'est pas le cadre qui va suivre la naissance. Je parle du cadre d'éducation. La préparation mentale, c'est elle qui va limiter la conception. Tout à l'heure, il y a une personne qui est venue me dire mais bref, et la personne lui a dit, elle a dit à la classe que pour avoir les enfants, préparez-vous, il faut 20 ans de préparation. Vous êtes déjà en retard. Une fille de 15 ans. Ben même si ça vient d'un cadre religieux, c'est extrêmement intelligent. C'est pas nécessairement intelligent ce qu'il lui a fait dire, mais c'est intelligent. C'est vrai. Ça prend 20 ans
Ben, ça peut prendre 15 ans, puis 10 ans, puis 5 ans, puis 1 an. Mais c'est extrêmement long. La préparation, la conception d'un enfant, c'est long. Lorsque l'énergie mentale veut concevoir, c'est parce que tout a été prévu et préparé. Et quand je dis tout a été prévu, ben, au moins tu as prévu que l'imprévu pourrait survenir, et tu sais, tu es préparé à t'adapter à ces choses. Tu dois créer un enfant non pas pour te plaire. C'est la préparation mentale. Si l'enfant naît, il est monstrueux, ça ne touche personne. On recommence. Si l'enfant meurt dans une expérience de sa vie, ça ne te touchera pas. On recommence. Et on ne peut pas dire, ah, mais il n'est pas humain. Ben, c'est d'être humain de brailler à tout bout de champ, puis toujours avoir peur, puis de limiter nos enfants parce qu'on a peur de les perdre, puis de les perdre de toute façon en bien claquant la porte, puis d'avoir un paquet de problèmes comme on connaît dans nos sociétés. Ben, c'est ça être humain. Ben, essayons de ne plus être humain. L'humain qui veut devenir Dieu, ben, là, il ne transformera pas Dieu en être humain pour rester humain. Hein? Il faut à un moment donné qu'il abandonne l'état d'être humain et qu'il change. Bon. Alors donc, l'homme et la femme auront une émotion nécessaire à l'énergisation de l'astral de l'enfant, mais ils n'auront pas d'émotion perturbatrice de leur énergie mentale qui a déterminé la conception de l'enfant. La préparation mentale se fait une longue date avant, et la préparation mentale se fait chez deux individus qui ne se connaissent pas normalement, qui se relieront par amour mental. Ils peuvent évidemment se relier par amour psychologique et de par leur cheminement développer un amour mental. Cela se peut. Cela est rare, cela se peut. La préparation mentale, c'est ce qui va obliger la conception de l'enfant. C'est ce qui va la déterminer et c'est elle qui va régir la préparation physique, la préparation vitale, la préparation astrale, au niveau, puis pour arriver évidemment à l'étape, disons, de la conception. Le mental bien avant. L'énergie supramentale peut influencer dans certains rares cas, soit la mutation génétique de l'enfant, soit la mutation génétique des concepteurs, ou encore soit la conception même de l'enfant sans concepteur. Je remarque que finalement, il y a très peu de personnes qui ont le psychologique suffisamment sécure pour se permettre ça. Dans un sens, est-ce qu'il y a des... Bon, on parle de conception, mais est-ce qu'il y a des événements qui justifient l'arrêt d'une conception aussi? L'avortement? C'est très diplomate ta question, mais c'est l'avortement, hein? C'est ça, oui. Non, mais est-ce que l'idée qui me vient, c'est est-ce qu'à un moment donné, il y a des gens qui peuvent... que ça peut être prévu? Parce que je remarque qu'il y a... Présentement, c'est pas le temps qu'on parle de l'avortement. Alors, ce qui fait que possiblement que beaucoup plus tard, on pourra revenir sur ce phénomène, mais présentement, donc, c'est pas le temps encore. OK. Bien, j'ai une question ici, puis ça rejoint quelque chose que je pensais durant la première partie. Je vois qu'il faut créer un environnement autant physique que psychologique, paisible et en santé afin d'attirer une des entités réincarnatives plus hautes en vibration dans un fœtus en formation. Oui, mais je vais juste couper, il ne faut pas le faire dans l'espoir d'avoir un enfant plus divin que les autres. C'est ce que ça va donner. Tu crées un cadre pour permettre à une entité plus évoluée ou encore une expérience plus évoluée de pouvoir venir prendre possession du corps. Mais on ne doit pas le faire dans ce but. Hein? Les maris qui ont voulu réenfanter Jésus, il y en a eu plein. Mais il n'y a pas eu plein de Jésus. Mais si on prend l'inverse, tantôt, première partie, tu parlais de, mettons, exemple, question pathologique, un violeur. Est-ce que réellement il y a des entités qui essayent à tout prix de rentrer, à manipuler l'homme pour rentrer à travers la psychologie, oui, ou la personne qui serait dans cet exemple-là, ce serait simplement des frustrations qui auraient accumulé, puis à un moment donné, sortiraient? Donc là, on s'éloigne, on parle d'exceptionnelle exception. Ou une entité qui veut se réincarner va, par l'intermédiaire de l'astral d'une société, va prendre possession d'un individu pour violer une femme X, pour qu'elle ait un enfant, de façon à ce que ces entités puissent prendre possession de l'enfant, donc elle se réincarne par l'appel de la terre. Là, on parle d'exemples extrêmement rares. Mais cela peut arriver quand même. Ce n'est pas courant. Plus souvent qu'autrement, c'est une entité, un homme manipulé par un astral planétaire, un astral social, une psychologie de la société,
qu'il y a bâti des frustrations, qu'il a limité dans une expression sexuelle ou psychologique, qui fait qu'à un moment donné, sous la manipulation d'un égrégore de tous ces pauvres hommes-là ou femmes-là, bien, ces égrégores se réunissent dans un endroit où il y a ce bonhomme, qui est dans un état parfait pour être manipulé et il va violer. Alors, il va tuer. Mais là, encore là, on parle d'une manipulation encore un peu exceptionnelle. Donc, en fait, au moment de la conception, il n'y a pas un tas d'entités qui cherchent, Qui se mettent non. l'une contre l'autre pour pouvoir... Tous ceux qui sont similairement vibratoirement pareils se fusionnent de toute façon bien avant d'apparaître. Quand on parle d'entités qui se lutteraient pour se réincarner, on ne parle évidemment que d'entités astrales, on ne parle pas d'entités mentales, etc. Et l'énergie supramentale ou l'esprit ne veut pas se réincarner, il expérimente simplement par l'intermédiaire d'un corps. Mais les corps, quel que soit le corps qui apparaît, quelle que soit l'entité astrale réincarnative qui rentre dedans, lui s'en sert pareil. Il n'y a aucun problème. Bon. Et il manipule. Sauf que l'ego qu'il prend ne veut pas le savoir, puis il pense que c'est lui qui manipule, puis il lutte contre l'autre. Alors, ce qui fait que, de toute façon, le corps qui va naître ne peut attirer que l'énergie qui peut l'habiter. C'est pour ça que plus le corps est en santé, plus le corps est évolué. Prenez de la drogue, vous n'êtes plus vous-même. C'est-à-dire que l'énergie qui arrive à s'exprimer dans un corps drogué n'est pas la même énergie qui arrive à s'exprimer dans un corps sain. Purifiez-vous, prenez des vacances, enfin bref, plus vous allez améliorer votre corporalité, plus l'évolution va être plaisante et facile. Et l'évolution se doit d'être facile, mais il faut avoir le corps qui le permet. Donc, les entités qui veulent se réincarner, ceux qui sont similairement pareils vont se fusionner. Ils ne se bousculeront pas à la sortie du vagin pour prendre possession de l'enfant qui va naître. Les jumeaux peuvent se bousculer, mais c'est pas mal tout. L'entité est fusionnée. C'est-à-dire que les énergies similaires sont digérées l'une par rapport à l'autre, et le corps attire une forme d'entité. Selon sa génétique, l'entité psychologique va venir l'habiter, et dans le processus d'éducation de l'enfant, c'est-à-dire de l'âge de 1 an aller jusqu'à l'âge de 12 ans, ben, il devra vivre un processus de fusion des personnalités réincarnatives, psychologiques évidemment, à l'intérieur de lui. C'est autre chose pour l'énergie mentale, mais elle ne se bouscule pas pour pénétrer. L'énergie mentale, même chose, elle est attirée par un phénomène cérébral. L'énergie mentale n'étant pas identifiée présentement chez l'homme, elle n'a pas d'ego une fois mort, dans le monde des morts, et il n'y a donc pas de recherche de l'énergie mentale, de prendre possession d'un corps, il n'y a qu'une forme d'énergie mentale qui, comme l'esprit, vient manipuler différents corps selon les possibilités qu'offre le cerveau du corps. Alors, il n'y a pas de lutte... De quelle manière le taux vibratoire ou le niveau de conscientisation influe-t-il sur le corps physique? Est-ce par pas seulement une mutation du cerveau ou une mutation de chaque cellule du corps? La mutation va s'opérer au niveau de tout le corps. Elle sera perceptible par l'expression du corps, par l'efficacité que le corps va apporter dans le monde matériel. Alors donc, même si tu es génial, si ton cerveau n'est pas un cerveau génial qui permet l'expression d'un génie, l'expression de ton corps ne sera jamais géniale. Donc, l'énergie vibratoire du corps, l'énergie qui transmute le corps, elle va transmuter le cerveau, donc le corps, les neurones, mais elle devra, et elle va le faire, transmuter toutes les cellules pour permettre justement l'amélioration de la race au niveau de la conception d'un enfant. Alors, continuellement, l'homme qui évolue a des mutations physiques. La preuve, il vieillit. Première expression de la mutation qui va être opérée surtout par un mauvais travail avec l'énergie vitale, au niveau de la sexualité, au niveau de plusieurs autres choses, et surtout au niveau du manque de captation de l'énergie vitale. Alors donc, l'énergie supramentale, par exemple, qui descend chez l'homme et qui le transforme chaque molécule, transforme son corps. Ce n'est pas toujours apparent. Par contre, cela peut être apparent dans la région du cœur, où de temps en temps, une personne va avoir des symptômes d'infarctus du myocarde, avec des douleurs rétrostomales, des douleurs extrêmement poignantes, mais il n'y aura rien pathologiquement. Il y a des transformations neurologiques qui vont se passer, une forme de crise d'angine, mais extrêmement aiguë,
qui disparaît presque instantanément après l'apparition. On t'enfonce une aiguille bord en bord du corps et elle disparaît, tu n'as pas encore eu le temps de crier que c'est plus là, mais tu as eu mal. Tu as des transformations au niveau de la peau, au niveau de la transpiration, au niveau du système endocrinien, mais ça va être surtout localisé au niveau du cerveau. Alors c'est normal qu'une personne qui est en phase de mutation, on appelle ça en phase de conscientisation, vive des modifications physiques, parce qu'il y a transformation. Il y a transformation dans la génétique, et lorsque les cellules se reproduisent, il y a aussi transformation dans le plan même de l'homme. Une preuve de la transformation génétique dans l'évolution de l'homme, c'est la transformation des lignes de sa main, par exemple. Les lignes de votre main ont une certaine configuration, votre visage aussi, on peut voir par la caractérologie un peu la psychologie de l'homme. Et lorsque l'homme évolue, ces lignes de main changent. Cela veut dire que les cellules qui se reproduisent n'acceptent pas le même pli. Et elles n'ont pas la même constitution. Et le pli va donc se faire d'une autre façon. Et étudiant les plis, en réalité, on étudie la génétique chez l'homme. En réalité, on étudie donc les possibilités que laisse le corps à l'expression de l'énergie astrale. Donc, sans savoir ce que l'on fait, on étudie donc l'énergie astrale qui tend à s'exprimer. Alors donc, évidemment, il y a des transformations régulières dans le plan du physique autre que le cerveau. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est au niveau cérébral, parce que c'est là que l'énergie qui conscientise va pouvoir se loger, ou encore prendre possession du corps de l'homme. Avant de naître, pouvons-nous aller voir le lieu, la maison, les parents, le contexte familial, afin de savoir ce qui nous attend? Mais voyez-vous, présentement, vous êtes vivant. Est-ce que vous savez que vous avez besoin d'évoluer encore mieux que vous êtes là? Savez-vous? En gagnant 1 million, alors vous ne pouvez pas être sûr. Vous pensez que ça va améliorer votre sort, mais vous n'êtes pas tout à fait sûr. Mais c'est pas parce que vous êtes mort et que vous voulez vous réincarner que vous allez savoir exactement le contexte le plus parfait pour vous autres. C'est pas parce que vous êtes mort que vous en savez plus. Présentement, vous vous exprimez dans un corps, et celui qui voudrait savoir cela, c'est la psychologie égoïque, encore une fois, qui rechercherait, qui a une idée de l'évolution et qui aimerait bâtir le cadre nécessaire. Mais encore là, si présentement je vous offre la possibilité de repartir à zéro, dessinez, écrivez-moi sur un papier le cadre parfait pour une nouvelle naissance. Mais vous allez me dire, ouais, mais dans 5 ans d'ici, le cadre que je vais avoir dessiné, qu'est-ce qu'il va être? Bon, mais bref, vous ne pourrez jamais choisir le cadre de votre évolution. L'idée de la réincarnation du gars qui vole le grand roi, qui est riche, puis qui vole tout le monde, qui une fois mort se réincarne dans le paysan pauvre qui se fait voler, ça c'est une farce. Une farce arienne, ça sert à rien, ça vient de l'Inde. C'est inutile, c'est pas comme cela que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui détermine votre cadre? C'est votre évolution présentement. C'est présentement que vous allez déterminer le cadre de votre prochaine incarnation. Cela a un rapport d'amour. C'est l'amour qui détermine, et pas l'amour psychologique, pas inclus. Tout. Le corps physique va, par amour, attirer une énergie vitale similaire. Il va y avoir vie. Ces deux formes-là vont attirer par amour une énergie psychologique similaire. Il va y avoir égocentricité, création d'un homme. Lui va attirer par attraction vibratoire, par amour, une entité mentale similaire. Il va y avoir un homme intelligent. Et là, on a donc le cadre. Mais si le corps physique est né en pleine guerre du Vietnam, et que c'est un corps qui, par le, disons, hasard génétique, a permis à travers plusieurs personnes guerriers d'enfanter un roi, parce que chaque partie récessive qui était divine chez chaque Vietnamien se rassemble à un moment donné puis tombe à être tout dominant chez un enfant qui vient au monde, ben lui devient un roi. Alors, vous n'avez pas choisi votre cadre, mais l'attraction du physique par rapport aux énergies qui vont aller avec vont se réincarner dedans, et on a donc un homme qui, à travers une peuplade d'imbéciles, est un dieu, un chef. De cette façon, l'homme choisit sa prochaine incarnation. Pas dans le monde des morts, où il va planer, qui va manger, puis qui se dit « Ah, cette famille-là, génial, celle-là que je veux ».
Alors, tous ceux qui naissent au Bangladesh, un peu partout sur la Terre, ils sont vraiment l'imbécile d'avoir choisi une naissance là-bas. Mais l'homme ne dirige pas ça. Vous n'avez pas choisi votre naissance, ni de quelle façon vous auriez vos bras, ni quelle attitude physique, ni quelle expression physique vous auriez. Vous n'avez jamais choisi ça. Le nombre de fois qu'on vous a piqué en changeant vos couches, je n'ai pas choisi non plus. Alors, ce qui fait que l'homme ne choisit pas de cette façon. L'ego aime se rassurer en pensant qu'il survit après la mort du corps physique, qu'il plane dans un monde similaire, pas trop différent, on va s'ennuyer, on va avoir peur, et qu'il peut rencontrer ceux qu'il a aimés, mais qu'il ne rencontre pas ceux qu'il n'a pas aimés. Bel imbécile. Et puis après ça, quand il va s'être suffisamment reposé, puis qu'il va avoir le temps de fouiller dans le gros livre qui a toute sa vie dedans, ben là, il va choisir un autre milieu pour continuer à évoluer, quand il ne sait même pas c'est quoi l'évolution. Bon, mais c'est pas mal ça fonctionne, ça c'est pas vrai. Alors, ce qui fait que on ne choisit pas une fois mort, mais on construit vivant le cadre de son incarnation. Vous êtes comme vous êtes, et votre corps vous supporte. Si présentement vous mourrez et qu'on ranime le corps, c'est vous qui allez retourner dedans. Pourquoi? Pour la simple raison que le corps attire une entité, des formes d'énergie X. Il n'y en a pas 50. Alors, une personne qui tombe en arrêt cardiaque, qui est morte, elle va vivre une espèce de petit voyage astral pendant que les corps sont en train de se libérer du corps physique. Et à un moment donné, on ranime la personne. C'est elle qui revient là-dedans. C'est elle qui est attirée, c'est l'amour. Elle se ramasse dans son corps, même si psychologiquement elle a voulu rester l'autre bord, c'est pas ça qui domine. Hein? C'est le corps qui domine, le vital. L'astral est embarqué puis est écrasé par le mental. Même si la personne aurait voulu continuer puis qu'elle regrette d'être revenue au monde, ça n'a aucun rapport. C'est vous autres qui revenez là-dedans. Il y a différents moyens de sorcellerie, de magie noire, qui peuvent faire certaines choses, mais disons que ça, c'est extrêmement encore exceptionnel. Alors, vous, en vivant présentement, en évoluant psychologiquement, mentalement, en faisant travailler le corps, donc en incrustant dans la génétique vos transformations évolutives, vous allez engendrer des corps qui un jour vont vous réengendrer. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, vous choisissez votre prochaine incarnation. C'est pour ça que l'homme doit s'occuper de construire une société, de veiller à ce qu'après sa mort, la société donne les résultats intelligents nécessaires, que les enfants soient suffisamment solides et bien éduqués pour être autonomes, pour continuer à bâtir la société qui va leur donner le jour plus tard. Là, on construit. Vous voulez être riche, démerdez-vous pour qu'on ait une société riche, puis qu'elle reste riche après. Sinon, bien évidemment, vous allez renaître dans un cadre, mais le cadre social va peut-être avoir été déterminé par ceux qui ont vécu avant. C'est bien normal. Alors, dans le vivant, on construit l'avenir. Et c'est pas émotivement qu'on doit le faire, on va encore se gourer. C'est intelligemment. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est utile, après ce qui est plaisant. C'est tout à fait l'inverse de la psychologie. Est-ce vrai ou faux de dire que c'est l'enfant qui choisit ses parents? Ben, que je dise oui ou que je dise que c'est vrai ou que c'est faux, ça ne change rien dans la tête de ceux qui posent la question. Hein? Si vous pensez que c'est vrai, je dis vrai, ça va vous réconforter, puis si je dis l'inverse, ça ne changera rien. De toute façon, l'enfant, il est déterminé par la génétique, l'enfant corporel, et la vitalité des parents détermine la santé de l'enfant. Évidemment, la génétique a sa part là-dedans, mais la vitalité des parents aussi. Et par après, l'enfant conçu va lui-même déterminer la conception, le corps, va déterminer quel genre d'énergie qui vont pouvoir s'y greffer pour s'exprimer. Et là, on sera correct. Prenons par exemple l'exemple d'une personne qui naît avec une déformation cérébrale, comme un mongol. On a différents types de mongols. On a différents types d'arriérés. Et n'importe qui, vous pouvez voir à leur physionomie qu'ils sont arriérés. Ben, moi, vraiment, quand on est un petit peu observateur. Ils ont une boîte crânienne typique avec un cerveau
d'énergie qui s'exprime typique. Et si on regarde une autre personne qui est intelligente, elle a une boîte crânienne qui est d'un autre ordre, et elle aura donc la possibilité d'avoir un cerveau d'un autre ordre, et il y aura donc d'autres ordres d'énergie qui s'exprimeront à l'intérieur de ça. Alors, ce qui fait que l'enfant ne choisit pas le parent ne choisit pas l'enfant. Et ça, j'ai déjà dit, quand les enfants viennent vous dire, ouais, c'est pas de ma faute si tu vas venir au monde, ben vous lui répondez, c'est pas de ma faute, c'est toi que j'ai au monde non plus. C'est pas toi que je voulais avoir. Fait que comme ça, ben tout le monde est égal, tout est équitable. Pas faute de personne. Et ça se passe simplement par amour. Par amour psychologique, par amour physique à énergie vitale, astrale et mentale. Lors d'une conscientisation réelle, s'il y a mutation génétique, comment se fait-elle? Est-il possible d'accélérer consciemment cette mutation? Si oui, comment? Il sera possible d'accélérer consciemment cette mutation lorsque l'homme sera assez muté pour qu'automatiquement cela devienne plus rapide. Et il croira que c'est consciemment qu'il accélère, quand en réalité ce ne sera qu'un résultat de cette mutation. Vous voulez accélérer votre évolution, ça ne vous regarde même pas. Par contre, certains vont dire, oui, mais si je suis tel cours, ben si tu suis tel cours, c'est parce que neurologiquement parlant et expérientiellement parlant, tu avais ce qu'il fallait pour que tu décides de suivre le cours. Mais en réalité, tu ne l'as pas décidé. Tu penses te décider. Or, tu suis le cours et le cours t'accélère. Le cours te fait voler plus rapidement. Mais c'est parce que tu n'as pas le choix que tu accélères plus rapidement. Et la journée que tu décides, bon, on va faire une initiation quelque part. Ben, tu décides ça parce que tu es rendu dans un état énergétique où tu peux le décider. En réalité, tu ne décides rien. Tu exprimes l'état de l'homme. Et l'ego pense qu'il vient de décider. Lorsque tu décides de monter les marches de l'oratoire Saint-Joseph en courant, ben c'est parce que le corps physique le peut. C'est parce que tout en toi peut faire en sorte que tu le décides. Sinon, c'est que ton ego, elle est dans une forme de vibration qui lui permet de se sentir supérieure à ce qu'il est, ce qu'elle est. Hein? Elle n'a pas voulu entraîner les corps, mais elle croit qu'elle est capable. Et là, tu le décides. Mais en réalité, c'est parce que ton ego le permettait. Chaque fois que l'homme prend une décision, c'est parce qu'il est suffisamment transformé où il a le quota nécessaire à prendre à ce que cette décision apparaisse dans sa tête. Mais il est manipulé. Vous pouvez accélérer votre évolution seulement lorsque vous allez être capable d'accélérer votre évolution, c'est-à-dire lorsque vous allez avoir suffisamment de batterie pour capter ce qu'il faut qu'il rentre. Et lorsque vous avez les batteries, ben là vous dites, je vais accélérer. Ça marche, je me suis conscientisé, j'ai pris telle décision, puis j'ai accéléré. C'est-à-dire qu'en réalité, votre schéma neurologique, votre schéma énergétique était suffisamment adéquat pour voir que par là-bas, il y aurait expérience qui permettrait de réénergiser. Mais si, à l'origine, ces schémas énergétiques n'étaient pas suffisamment grands, vous n'auriez pas pris la décision de suivre tel ou tel cours. Et lorsque c'est l'énergie astrale qui prend la décision, elle recherche la sécurité, ce qui fait qu'elle magasine d'un cours à une religion, à un cours, d'un cours à une secte, etc. Mais l'homme ne peut pas consciemment accélérer. L'homme peut croire que consciemment il accélère, mais cela ne le regarde pas. C'est pas lui qui manipule ça. Si ce serait lui qui manipulerait ça, il aurait transformé la planète depuis longtemps. Et ça aurait été réellement joli. Parce que chacun a son idée d'évolution. D'ailleurs, on se bat assez pour ça. L'homme, la femme, lorsqu'elles ont un cerveau transformé d'une façon particulière, elles vont donc pouvoir recevoir des énergies particulières et ce contexte fait qu'elles vont vouloir foncer dans tel endroit, suivre telle initiation, faire tel voyage, suivre tel cours au niveau mental. Mais l'ego en dessous se dit « Hey, j'ai bien fait de prendre la décision. » L'ego n'a pas le choix de prendre la décision. Avez-vous le choix d'évoluer? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « Tiens, on va commencer à m'intéresser à ça. » Bien, essayez de plus vous en intéresser, vous ne serez pas capable.
Puis lentement, vous avez découvert que vous étiez déjà en train de vous y intéresser. Mais vous n'avez pas pris la décision. Vous pensez que vous prenez des décisions, mais les décisions, on les prend à votre place. Et les décisions sont prises comment? Exactement lorsque du sel est placé dans l'eau, le sel prend-il la décision de se dissoudre? L'eau prend-elle la décision de dissoudre le sel? Non. Le sel dans l'eau se dissout, donc se dissout. Si l'eau aurait un égo, l'égo dirait, bon, on va dissoudre le sel. À un moment donné, là, je suis écœuré. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de place pour dissoudre le sel. C'est saturé. Donc, le sel coule au fond. Si le sel aurait un égo, le sel tombant dans l'eau dirait, bon, là, je vais me dissoudre. À un moment donné, là, il y a certains égos du sel qui diront, ah, moi, je me dissous pas, je suis tanné. Mais c'est parce que l'eau est saturée. C'est pour cela. Ça a l'air bien imbécile, c'est un mécanisme qui doit être compris à un moment donné par l'homme. Le libre arbitre. Vous êtes venu ici ce soir parce que vous avez décidé. Vous êtes d'accord avec moi que si le centre n'existerait pas, vous ne seriez pas venu. Donc, votre décision, elle a déjà été influencée. Il fallait que le centre existe pour que vous puissiez décider de venir. Il fallait aussi que vous entendiez parler de la place. Donc, votre décision a été influencée. Il fallait aussi peut-être que certaines personnes vous amènent. Il fallait que le titre vous influence. Il fallait que plusieurs choses additionnées font que vous êtes dans un état X qui fait que l'ego croit qu'il prend une décision. Mais l'ego ne prend pas de décision, il ne fait que croire prendre une décision. À un moment donné, vous êtes en train d'avoir un accident, et là, vous évitez l'accident. Hey, l'ego, hein? Je suis collègue en maudit, moi, là. 2 jours après, bang! Alors là, j'ai rien vu, là, je n'ai pas vu, je comprends pas. Mais c'est le même ego. Mais une journée, vous étiez dans un contexte qui permettait des énergies de s'exprimer, et ces énergies-là sont exprimées d'une certaine manière efficace. L'ego pensait que c'est lui, évidemment. Et une autre journée, vous avez mangé d'autres choses, vous avez changé votre taux vibratoire, vous avez vécu des expériences, et vous n'êtes plus dans le même état. Et là, bang! Que l'ego, ben là, il est toujours aussi bon, mais il ne l'a vraiment pas vu. Pas de sa faute. Bon. Alors, ce qui fait que l'homme, la femme, croit prendre des décisions. Ces décisions sont prises par rapport, elles sont prises par l'extérieur, c'est-à-dire que lorsque l'homme est fin prêt à faire quelque chose, il le fait. Il peut penser que c'est une décision. Il peut penser qu'il agit. Mais il agit jamais, il réagit toujours. Je te lance un verre d'eau, tu décides que tu me l'as en pleine face, ou bien non, tu te tasses. Mais d'une manière ou d'une autre, une réaction. Alors, si, quelle que soit la chose que vous faites, vous réagissez. C'est pas plus grave que ça. L'homme a une espèce de libre arbitre très limité, mais pas plus gros que ça. Alors, l'homme ne peut donc pas consciemment, c'est-à-dire que la psychologie de l'homme ne peut pas décider que l'homme va évoluer. La psychologie de l'homme ne peut que jouir, que se béatifier de l'évolution de l'homme. En se disant que c'est grâce à elle. Une chance que j'ai été, j'avais peur d'y aller, une chance que j'ai été, de l'imbécile, t'avais peur d'y aller, t'as failli empêcher ça. L'énergie mentale était assez puissante pour t'amener même si t'avais peur. Là, tu te dis, une chance que j'ai été pareil, j'avais peur, mais je me suis contrôlé. Mais non, tu t'es fait contrôler, puis ton énergie mentale était dans un état vibratoire où, malgré ta peur d'imbécile, tu es allé pareil. Puis là, tu as pu vivre. Puis après que tu as vécu ça, tu te dis, ben, une chance que, tu sais, bon, c'est toujours la même affaire. C'est votre état psychologique. L'énergie mentale est pas assez énergisée, votre état psychologique l'est extraordinairement, ben, vous êtes en train de danser quelque part, vous sortez avec une fille, puis vous l'enfantez. Pas une décision vous prenez. Lorsque vous êtes en colère, puis vous criez après quelqu'un, où est-ce qu'elle est la personne qui prend ces décisions? Elle n'est pas là. Le contexte prend une décision pour vous. Après ça, vous dites, ben, ma parole a dépassé ma pensée, qui était partout aux toilettes pendant qu'il fallait qu'elle soit là. Bon. Alors, ce qui fait que l'homme croit prendre des décisions. Alors, vous ne pouvez pas améliorer votre évolution égoïquement. Ce n'est pas un désir de l'homme. L'ego ne peut qu'avoir l'illusion
qu'il décide. Alors qu'en réalité, ce sont les mécanismes qui permettent l'action qui décident. Vous êtes prêt énergétiquement à faire telle chose, l'ego se dit « je décide ». Mais l'ego qui décide pas, ça va se faire. Puis si l'ego il est moindrement fin, ben quand ça marche, c'est parce qu'il a décidé, puis quand ça n'a pas marché, il a été manipulé. Est-ce qu'il y a une différence d'état entre le fœtus et l'animal qui se met en hibernation? Non. Le fœtus, l'animal est en hibernation, c'est simplement un animal qui baisse son métabolisme, qui le rabaisse de façon à pouvoir survivre avec le minimum de besoins. Le fœtus, par contre, nécessite un immense apport de besoins, apport nutritif. La mère ressemblerait beaucoup plus à l'animal en état d'hibernation que le fœtus. Parce que la mère est obligée de tout laisser aller pour pouvoir nourrir le fœtus. Et si la mère manque de quelque chose, le fœtus n'est pas en hibernation, il va en souffrir. Alors, il n'y a vraiment aucun lien entre les deux. Le fœtus est une dynamique d'énergie qui nécessite extraordinairement de l'énergie matérielle et vitale. L'énergie vitale va être amenée par la mère, ce qui fait que la psychologie de la mère est importante parce qu'elle n'influence pas sur la psychologie du fœtus. Je le répète que la psychologie du fœtus va être reliée au personnage réincarnatif qui va l'habiter. Par contre, réincarnatif évidemment au niveau astral. Par contre, sa psychologie à la mère, son émotion, va puiser dans sa réserve d'énergie vitale pour s'exprimer. Et puisant dans l'énergie vitale, là, elle nuit au fœtus. Ce qui fait donc que lorsque la mère a des perturbations émotives, cela nuit à l'évolution du fœtus parce que le fœtus a besoin d'énergie vitale et il en manque. Il a besoin d'énergie matérielle et encore là, l'énergie émotive perturbée de la mère peut lui en ôter. Alors la mère peut finir par ne pas assimiler suffisamment le calcium, le fer, etc., ce qui va nuire à l'évolution du fœtus. En réalité, ce n'est pas parce que la mère a une psychologie qu'elle va colorer la psychologie du fœtus. Par contre, elle va puiser dans ses réserves vitales pour pouvoir exprimer, être en colère, avoir peur, donc elle se sert de son système endocrinien, elle mobilise toute l'énergie vitale et les correspondances physiques qui est le système endocrinien pour pouvoir exprimer son émotion, et le fœtus en souffre. On remarque à soir que dans tout ça, finalement, toutes les erreurs, que ce soit génétique ou à quelque niveau que ce soit, c'est toujours par ignorance ou par manque de conscience. Non. Non. Parce qu'elle n'a pas le choix. C'est pas de l'ignorance, c'est que l'homme n'est pas suffisamment évolué pour évoluer suffisamment. Mais présentement, l'homme est presque suffisamment évolué pour pouvoir évoluer suffisamment. Ouais, c'était ça ma deuxième partie, c'était est-ce qu'il va exister à un moment donné une science de la conscience ou de l'énergie, finalement, qui va être... Il ne devrait exister que de science, que dans l'intelligence mentale des individus qui veulent concevoir, et non pas dans un cadre moral ou philosophique qui peut s'appeler science ou médecine ou etc., ou technique, qui va venir prendre des individus pour leur expliquer comment concevoir. Là, ça c'est stupide. Les individus qui sont manipulés par ce cadre ne sont pas des bons créateurs. Et ils ne pourront concevoir qu'un enfant assujetti à un cadre sociétaire, par exemple. Bon, la personne qui veut concevoir doit le faire de par son évolution. C'est-à-dire que quand tu comprends l'intelligence, pas parce que tu l'as appris, tu y crois, là. Ça, c'est une stupidité d'un enfant où tu sais être croyant. Il va croire que tu es intelligent, puis que tu vas se rendre compte que tu es un humain comme les autres. Bon. Alors, ce qui fait que tu dois comprendre les mécanismes qui régissent l'intelligence de la conception et non pas le suivre dans un livre. Ça peut être bon d'avoir un livre, ça peut faire mieux comprendre des choses, mais c'est pas parce qu'on a une science qui va obliger ou qui va dicter la conception de l'enfant que l'homme va devoir concevoir. Cette science-là, il ne faut pas